Dans le vif du sujet, avec Anis Moraï. Dans le vif du sujet avec Anis Moraï tous les mercredis matins à partir de 8h. Bonjour Anis. Alors, ce matin, pour ce mercredi 24 septembre 2014, notre débat comportera deux parties. La première partie, on va parler économie, n'est-ce pas? Tout à fait, même la deuxième partie, on va essayer d'appuyer aussi sur l'économique. Voilà, puisque c'est le sujet le plus intéressant, on va dire pas le plus intéressant, mais l'un des sujets les plus intéressants. oui, voilà. Exactement. C'est ce qui intéresse de plus en plus les Tunisiens. Alors, pour la première partie, on a le plaisir de recevoir Monsieur Moaz El Joudi pour discuter de l'état de l'économie en Tunisie et de la conférence économique internationale ayant pour thème l'évolution de l'économie mondiale et la place de la Tunisie qu'il a organisée hier. Bonjour Moaz et bienvenue sur RTCI. Bonjour. C'est toujours un plaisir de passer chez vous. Tout le plaisir est pour nous. Je crois que je suis votre ami maintenant. Bah oui. Et je vous assure que votre émission devient un repère pour donc l'ensemble des personnes qui suivent l'actualité, notamment l'actualité économique en Tunisie. Voilà, merci de votre invitation donc. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et comme d'habitude, je vais essayer de placer une petite question, voilà, surtout aujourd'hui. Enis, je sais, il va pas me laisser la parole, mais je vais m'imposer. J'ai décidé de m'imposer aujourd'hui. Alors, c'est la révolte là. C'est la journée de la femme. Ah oui. Tous les jours, c'est la journée de la femme. Alors, donc hier, vous avez organisé une conférence internationale ayant pour thème l'évolution de l'économie mondiale et la place de la Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous donner le cadre dans lequel s'inscrit cette conférence? Pourquoi vous l'avez organisée? Et puis les invités, et je sais, il y a un invité phare. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui instauré une sorte de, je dirais, de tradition. Donc avec l'Institut des hautes études de Tunis notamment, on organise donc périodiquement des conférences de très haut niveau, c'est-à-dire sur les thématiques économiques, thématiques financières. Et donc nous avons eu un petit peu l'habitude de solliciter des grands de ce monde, et nous avons eu des acceptations, notamment donc nous avons invité il y a 2 ans à peu près Jacques Attali, notamment avec la société Mac SA, et cette année c'est Dominique Strauss-Kahn. Et donc, vraiment, avant d'aborder le fond de la conférence, nous étions un petit peu, je dirais, agréablement surpris de l'amabilité de ces personnes-là, d'abord, de leur disponibilité et de leur, c'est-à-dire, soutien pour la Tunisie. C'est des gens qui soutiennent la Tunisie, c'est des gens qui ont accepté de venir en Tunisie parce qu'ils soutiennent ce processus démocratique et ces transitions en Tunisie. Et ils nous disent que voilà, donc l'économie, c'est quelque chose de fondamental. On sait que vous passez par une crise économique, il faut qu'on vous soutienne et qu'on vous dise que c'est tout à fait normal après tout ce qui s'est passé. Donc de passer par cette situation un peu morose, et donc avec le temps ça va se régler. Juste, il faut prendre les choses avec calme, avec tact, il faut tirer des enseignements et il faut travailler sur une relance de votre économie nationale. C'était ça l'idée qu'on voulait développer, de dire aux opérateurs qui s'inquiètent quand même de la gravité de la situation économique, de leur dire voilà, donc il y a Dominique Strauss-Kahn qui vient, il y a Jacques Attali qui vient, qui vous disent voilà, donc c'est vrai, votre situation elle est un peu dangereuse, on va dire au vu des chiffres, mais vous renfermez donc un potentiel de croissance qui va un jour exploser si vous réussissez à donc passer à une démocratie bien faite. Justement, Moaz, les moyens de réussite, parce que là, l'intitulé, c'est l'évolution de l'économie mondiale et la place de la Tunisie. Donc, quelque part, quels sont les moyens? Parce que jusque-là, ça fait 3 ans que nous sommes en révolution, mais nous n'arrivons toujours pas bientôt à trouver 4 ans. Exactement, nous ne trouvons toujours pas le chemin donc pour asseoir une économie, je dirais, capable d'être concurrentielle ou de changer de modèle économique. Jusque-là, je pense, Rafef, sans un grand risque de me tromper, qu'on n'arrive toujours pas à asseoir donc une vision claire à moyen terme, à court terme et à long terme aussi, parce qu'il s'agit de décisions très stratégiques par rapport à l'économie. Jusque-là, Moaz, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais nous ne sommes pas en train de voir le bout du tunnel, donc économiquement. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Alors, Anis, pour les solutions, pour les mécanismes, pour les outils, nous les avons. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant aujourd'hui nous avons des idées. Même les partis politiques ont des idées, parce qu'il y a des partis politiques qui ont des experts de haut niveau, qui ont des départements économiques. Je parle pas de théorie. Non, je non, parle non, du concret. Je parle aussi de concret, de pratique. Les idées, elles sont là.
Mais là où le bas blesse, c'est au niveau de la stabilité politique et au niveau de la volonté politique. Nous avons eu 4 ou 5 gouvernements, le ministère de l'économie a eu donc 4 ou 5 ministres aussi, donc c'est des visions court-termistes, il n'y a pas eu vraiment de vision à moyen long terme, il n'y a pas eu de réforme bien établie, il n'y a pas eu de stratégie de politique économique claire pendant ces 3 ans-là, et donc 3 années-là. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés parce que donc l'instabilité politique et l'insécurité ont impacté négativement donc les moteurs de la croissance, qui sont l'investissement et qui sont la consommation et le commerce extérieur. Aujourd'hui, nous avons un déficit commercial record, colossal, 1 milliard de dinars en moyenne chaque mois. Ce que nous avons enregistré un déficit commercial pendant les 6 premiers mois de l'année 2014, qui est équivalent à celui qu'on a enregistré tout au long de l'année en 2010, 6,7 milliards de dinars, ce qui est énorme. Donc, aussi bien Jacques Attali que Dominique Strauss-Kahn, ils disent, voilà, donc certes, l'économie doit être relancée, certes, les déficits que vous avez deviennent inquiétants, mais tant qu'il n'y a pas de stabilité politique, tant qu'il n'y a pas de vision politique, même si vous allez entreprendre les meilleures réformes, ce que nous avons enregistré un déficit commercial pendant les 6 premiers mois de l'année 2014, qui est équivalent à celui qu'on a enregistré tout au long de l'année en 2010, 6,7 milliards de dinars, ce qui est énorme. Donc, aussi bien Jacques Attali que Dominique Strauss-Kahn, ils disent, voilà, donc certes, l'économie doit être relancée, certes, si vous allez mettre en place les meilleurs outils, les meilleurs mécanismes, vous n'allez pas arriver. Et si même vous allez mobiliser beaucoup de financement, et les investisseurs vous disent, voilà, on va venir, donc ça ne bougera pas, tant qu'il y a un manque de stabilité politique. Donc c'est pour ça que hier, parmi les conclusions de Dominique Strauss-Kahn, c'est de dire, voilà, les élections, c'est quelque chose de fondamental pour vous, il faut les assurer, il faut que ce soit des élections libres, transparentes, et bien structurées, bien faites, et bien gérées, et que le résultat soit probant, pour que vous puissiez donc passer à une étape de sauvetage et de relance de votre économie. Moi, hier, Dominique Strauss-Kahn a avancé une idée un peu originale. Lui qui était donc l'ex-patron du FMI avant d'être donc licencié, il disait tout simplement que l'économie souterraine, qu'on fustige souvent par rapport au fait que c'est un, je dirais, c'est un cimetière donc pour les finances publiques. On n'arrive pas à payer les impôts, on n'arrive pas donc à contribuer donc au budget de l'État. Et là, il vient de dire l'économie souterraine pourrait contenir des gisements de croissance. Cela paraît un peu bizarre au vu du discours habituel que nous connaissons. A avancé une idée un peu originale. Lui qui était donc l'économie souterraine. C'est vrai, en apparence, c'est inquiétant d'avoir 53% du PIB d'économie souterraine. C'est vrai que l'économie souterraine a pris le dessus aujourd'hui en Tunisie. C'est vrai que c'est dangereux. Depuis la révolution. Voilà, et nous avons à chaque fois donc dénoncé ce développement donc de l'économie souterraine. Il nous a dit en fait non, il faut voir aussi l'autre côté, l'autre face un petit peu. Il nous a dit voilà, donc l'économie souterraine, puisque vous avez 53%, si il va y avoir un gouvernement élu stable et fort. Donc ce qu'il pourrait éventuellement faire, c'est d'essayer de formaliser et de rendre formel au moins 25% de l'activité de l'informel. C'est-à-dire concrètement, comment ça va se passer? Il y a beaucoup, aujourd'hui même des experts tunisiens vous le disent, même des experts de la Banque mondiale l'ont affirmé aussi. Il y a beaucoup de gens qui opèrent dans l'informel qui veulent se structurer. Donc il faut les accompagner, d'accord? Et à partir du moment où vous allez accompagner ces personnes-là, d'accord? Donc, ils vont se structurer, ils vont créer des sociétés, ils vont donc organiser leurs activités, ils vont payer de l'impôt. Donc là, ils vont rentrer dans le système formel. Donc là, vous avez donc des impacts qui vont se produire sur la croissance. Oui, parce que le PIB, c'est-à-dire pratiquement, on ne va pas créer plus de richesses. Oui. Mais au niveau des agrégats, ça va impacter parce que ça va rentrer dans le calcul du PIB et de son évolution et dans l'affichage du taux de croissance. Oui, mais à partir du moment où vous avez un taux de croissance qui augmente, c'est par rapport aux instances internationales, par rapport aux bailleurs de fonds qui vont donc relancer la confiance. Excuse mon ignorance. En domaine économique, puisque je ne suis pas économiste, mais là je pose une question tout à fait, la question du profit. Payer de l'impôt,
Donc là, ils vont rentrer dans le système formel. Donc là, vous avez donc des impacts qui vont se produire sur la croissance. Oui, parce que le PIB, c'est-à-dire pratiquement, on ne va pas créer plus de richesse. Oui. Mais au niveau des agrégats, ça va impacter parce que ça va rentrer dans le calcul du PIB de son évolution et dans l'affichage du taux de croissance. Oui, mais et à partir du moment où vous avez un taux de croissance qui augmente, Oui. c'est par rapport aux instances internationales, par rapport aux bailleurs de fonds qui vont donc relancer la confiance. Excuse mon ignorance Oui. en domaine économique, puisque je ne suis pas économiste, mais là je pose une question tout à fait, la question du profit. Payer de l'impôt. Donc là, ils vont rentrer dans le système formel. Donc là, vous avez donc des impacts qui vont se produire sur la croissance. Oui, parce que le PIB, c'est-à-dire pratiquement, on ne va pas créer plus de richesse. Oui. Mais au niveau des agrégats, ça va impacter parce que ça va rentrer dans le calcul du PIB de son évolution et Comment se fait-il que des gens veulent se restructurer alors qu'à la base, le fait d'être dans l'informel, c'est de fuir l'impôt? non, C'est ça la question oui, aussi. oui et non, Ça, oui ça et non. paraît, ça paraît antagonique quelque part, non? Oui et non, parce que il y a des gens qui sont dans l'informel, qui n'ont pas donc les connaissances et qui n'ont pas eu le cadre donc adéquat pour créer une structure ou qui n'ont pas eu les moyens. Des jeunes qui sont au chômage, des personnes qui sont désœuvrées, donc ils n'ont pas le réflexe de créer une société. Aujourd'hui, si on va aller vers ces personnes-là qui ont des activités qui prospèrent aujourd'hui dans l'informel, bien sûr, et qui ont les moyens et donc par une sorte de compromis, on va leur dire voilà, donc on va essayer d'être indulgent avec vous. En contrepartie, vous allez donc structurer votre activité, vous serez dans la légalité. Donc là, vous allez avoir vraiment des gens qui vont répondre à ça. Mais il y aura toujours 25%. Pour Dominique Strauss-Kahn, par exemple, c'est normal d'avoir entre 15 et 20% d'informel. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir 0% d'informel. Dans les pays hyper développés, la Suisse ou qui prospèrent aujourd'hui dans l'informel, bien sûr, et qui ont les moyens et donc par une sorte de compromis, on va leur dire voilà, donc on va essayer d'être indulgent avec vous. En contrepartie, vous allez donc structurer votre activité, vous serez dans la légalité. Donc là, vous allez avoir vraiment des gens qui vont répondre à ça. Mais il y aura toujours 25%. Pour Dominique Strauss-Kahn, par exemple, c'est normal d'avoir entre 15 et 20% d'informel. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir 0% d'informel. Dans les pays hyper développés, la Suisse ou qui prospèrent aujourd'hui dans l'informel, bien sûr, et qui ont les moyens et donc par une sorte de compromis, on va leur dire voilà, donc on va essayer d'être indulgent avec vous. En contrepartie, vous allez donc structurer votre activité, vous serez dans la légalité. Donc là, vous allez avoir vraiment des gens qui vont répondre à ça. Mais il y aura toujours 25%. Pour Dominique, c'est 10 milliards de plus que le budget de l'État pour 2014. Ce qui ne peut pas être formalisé, c'est tout ce qui est, par exemple, commerce des produits illicites, des produits subventionnés. Parce que là, c'est illégal. Donc, vous ne pouvez pas lui dire, voilà, vous continuez à commercer avec les produits subventionnés et ça, je vais vous rendre ça structuré. Non. Tout ce qui est donc armes, par exemple, drogue, bien sûr, tout ce qui se rapporte à tout ce qui est défendu ou interdit par la loi. Après, tout le reste, ça peut être structuré dans des activités formelles. Je vais profiter de votre présence, Moaz. La semaine dernière, la Banque mondiale a rendu son rapport à propos de la Tunisie. Ça n'a pas été trop développé dans la presse tunisienne, mais paraît-il, vous qui êtes économiste, que le tableau n'est pas tout rose. Alors, moi je vais vous dire, je ne vais pas donc être de mauvais augure ce matin, mais j'ai été frappé par la dureté de ce rapport, parce que le rapport dresse vraiment un panorama catastrophique de l'activité, de la situation économique en Tunisie. J'ai jamais vu un rapport de la Banque mondiale aussi grave au niveau de son temps et au niveau de ses conclusions. J'ai retenu 3 choses, parce que le rapport est très long. Un jour, on pourrait faire en parler donc en détail. J'ai retenu un chiffre qui m'a vraiment, et les politiques doivent vraiment prendre ça en considération. Voilà, 2% du PIB, c'est de la corruption en Tunisie. 2% du PIB, c'est incroyable. 2%, c'est énorme. Donc, c'est tout 2%, ce qui est... c'est-à-dire, nous sommes à 70 milliards, c'est-à-dire, nous sommes à 1,4 milliard, c'est ça? Plus que ça. C'est 2,5 milliards à peu près, donc de corruption, c'est-à-dire tout ce qui est billets de 10 dinars, 20 dinars donnés à X ou Y dans la fonction publique ou dans ces métiers.
J'ai retenu 3 choses, parce que le rapport est très long. Un jour, on pourrait faire, en parler donc en détail. J'ai retenu un chiffre qui m'a vraiment, et les politiques doivent vraiment prendre ça en considération. Voilà, 2% du PIB, c'est de la corruption en Tunisie. 2% du PIB, c'est incroyable. 2%, c'est énorme. Donc, c'est tout 2%, ce qui est... c'est-à-dire, nous sommes à 70 000. Il y a trop de lenteur, il y a trop... l'administration, parfois, est presque sclérosée, et n'arrive pas vraiment à accompagner comme il le sort tunisien. D'ailleurs, pour apporter un peu d'eau dans votre moulin par rapport à ça, un rapport de la Banque mondiale aussi, dit qu'en Tunisie, en 2013, en moyenne, le fonctionnaire tunisien travaille 2h30 sur les 8 heures, en moyenne. Ce qui est très en deçà de la production, ça rejoint tout à fait donc ce que dit Mouaz à propos de ça. Eh bien, la fonction publique ou dans ces métiers nécessaire pour faire impliquer les gens par rapport à cette production, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, consommer et ne pas produire. Alors, troisième conclusion qui m'a paru saisissante, c'est la lenteur des réformes. Donc les réformes sont lentes au niveau de leur mise en œuvre. On l'a vu. Ce qui est compréhensible dans une transition démocratique quand même, avec un gouvernement de technocrates ponctuels. Mais quand on voit et quand on observe l'activité, le fonctionnement de l'ANC, NIC, et tu connais très bien l'ANC, ils ont passé 6 à 8 mois, je crois, pour discuter la loi anti-terrorisme. Et à la fin, vient d'être ajournée. Et à la fin, donc voilà, elle a été ajournée cette loi. Et nous avons dit à plusieurs reprises, même ici sur votre antenne, qu'il y a des lois économiques, notamment le code des investissements. Aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau code des investissements. Et ce nouveau code des investissements a été travaillé longuement par l'administration, par des experts, par le TICA, c'est-à-dire en concertation. Et ce code a été proposé à l'ANC pour discussion et pour ratification. Et ça n'a pas été fait. Et le gouvernement a dû retirer le code parce que l'ANC n'a pas voulu discuter. D'être ajournée. Et à la fin, donc voilà, elle a été ajournée cette loi. Et nous avons dit à plusieurs reprises, même ici sur votre antenne, qu'il y a des lois économiques, notamment le code des investissements. Aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau code des investissements. Et ce nouveau code des investissements a été travaillé. Ça fait plus qu'une année. Et pour te montrer qu'on est objectif au niveau politique, c'était la Troïka qui a, là vraiment, c'est la Troïka qui a déposé ce projet de loi et nous l'avons salué. Nous avons dit, ça c'est bien, la loi 3P c'est bien. Bravo à la Troïka sur ce coup-là. Mais depuis 2 ans, cette loi n'a pas été discutée. Et ça n'avance pas. Et aujourd'hui, on passe 6 à 7 mois, à 8 mois pour fondamental qui a été ajourné, qu'on n'arrive pas à ratifier, et on met à côté des lois qui sont aussi importantes sous prétexte qu'on n'a pas le temps. Et ça fait plus que... Oui. Alors, on va marquer une courte pause musicale et puis on va continuer le débat fort intéressant ce matin. Et représente 2 partis politiques que beaucoup rassemblent, bien qu'ils soient aux antipodes. Mon premier est un col très blanc, avec souvent une cravate noire ajustée dans un beau costard chic et hors de prix. Mon second est une lampe, qui s'allume souvent pour apporter de belles idées. Mon premier fait de l'écrémage socio-professionnel parmi ses membres. Mon second de l'écrémage intellectuel, et se targue souvent de la qualité élitiste de ses disciples dans les coins feutrés et les cercles fermés. Discours presse vite à cacher lorsqu'on va dans la foule. Mes 2 invités se toisent du regard, chacun dans une rive, l'un à gauche, l'autre à droite. Gauche-droite? Non, j'arbitrerai ce beau duel, qui épatera sûrement mes auditeurs, mais point de perdant parmi mes invités. J'y veillerai personnellement. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir à ma droite M. Kamel Ktari, tête de liste Affaires Tounes sur la circonscription France-Sud, et sur ma gauche, professeur Fawzi Sharfi, membre du bureau politique d'El Massakh. Voilà. Merci beaucoup Enis pour la présentation sur fond de Rocky, bien choisi. Voilà. Merci. Nos invités ce matin, donc je ne sais pas si ça vous rassemble, ça vous ressemble un peu, donc cette description, si Kamel. Un peu exagéré tout de même. D'abord, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté cette invitation.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à vous, professeur Fawzi Charfi. Bienvenue, monsieur Kamel Ktari. On va garder avec nous aussi Moaz El Joudi et on va parler élections. Et j'adore les débats, hein, bien que pour la politique... je garde ma petite place. Je suis la bonne élève qui suit attentivement son cours. Donc, Élise, je vous laisse la parole. Vous savez, Rafef, le débat sur les législatives a été éclaboussé, je ne sais pas à tort ou à raison, mais je pense qu'il faut s'atteler sur les programmes des partis politiques, parce que les Tunisiens vont élire donc des élus à l'Assemblée, à la nouvelle Assemblée du peuple, et il devient très urgent que les politiques donc présentent leur programme. Ouais. La semaine dernière, c'est Kamel Ktari, le mardi dernier, hein, donc mardi dernier, vous avez tenu une conférence de presse, FR a tenu une conférence de presse en laquelle vous avez présenté votre programme politique. FR est parmi les partis qui ont un potentiel énorme donc de croissance. À raison, mais je pense qu'il faut s'atteler sur les... vous avez aussi pris quelques décisions très stratégiques par rapport à la présidence de la République, par rapport donc aux coalitions. Aussi, Fawzi Charfi, nous attendons un peu votre programme. Vous avez trouvé votre logo, hein? Oui. C'est l'ampoule. Ouais. On vous a fustigé, un peu critiqué parce que ça fait une petite ressemblance avec l'emblème de l'AKP turc. Oui. Ah, mais vous reviendrez sur ça. Et nous attendons toujours donc votre programme économique par rapport à ça. Mais je vais commencer avec celui qui est le plus près, qui a déjà donc avancé son programme, FR Tunis. Si Kamel Ktari, si vous pouvez nous résumer un peu, nous présenter un peu donc votre programme pour les législatives. Tout à fait. Donc à FR Tunis, nous avons travaillé sur le programme depuis maintenant plus de 15 mois. Nous avons créé un laboratoire socio-économique. Ce laboratoire, nous l'avons ouvert bien sûr aux compétences du parti, mais nous avons voulu y intégrer aussi toutes les compétences qui ne voulaient pas s'engager politiquement, mais qui voulaient nous rejoindre pour travailler pour un programme pour la Tunisie. Notre objectif étant de dire qu'il faut rassembler dans ce laboratoire le maximum de compétences, le maximum de gens qui veulent donner pour leur pays et qui veulent travailler sur une vision pour la Tunisie. Cette vision, elle a impliqué plus de 90 personnes pour son élaboration. C'est un travail, comme je vous l'ai dit, qui a duré 15 mois et qui a fini, donc mardi dernier, par la présentation de notre programme. C'est un programme que nous avons donc appelé « Vision socio-économique pour une Tunisie qui réussit », puisque l'objectif de ce programme, c'est la réussite de la Tunisie, la reconstruction de la réussite. Et cette reconstruction de la réussite de la Tunisie, réussite économique, mais réussite aussi sociale, elle va passer obligatoirement par un travail de reconstruction. Un travail de reconstruction, bien sûr, reconstruction économique, mais la reconstruction économique passe forcément par la reconstruction d'un État fort, un État qui garantit la sécurité, un État qui garantit l'égalité, un État fort et un État de droit. C'est quand même, excusez-moi, on reproche souvent à FR son côté un peu à droite sur l'échiquier politique et qui fait engager peut-être des politiques libérales dans un pays qui est connu pour avoir une tradition, donc c'est pas Sichalfi qui va me contredire sur ça, donc qui connaît une tradition de service public, qui connaît donc ce qu'on appelle le bilic, quelque part, donc entre guillemets le bilic. Et on vous a critiqué souvent sur un côté, je dirais, libéral, parce que à faire, vous êtes complètement donc à droite. Est-ce que vous avez ménagé un peu donc votre programme dans ce sens-là? Je voudrais d'abord commencer par faire une distinction entre le libéralisme et le social-libéralisme. Quand on dit que FR Tunis est un parti libéral, je pense qu'on fait une erreur, parce que FR Tunis n'est pas un parti libéral, c'est un parti social-libéral. Et la simple lecture de notre programme peut vous montrer le côté social de FR Tunis et le côté social de notre programme pour la Tunisie. Le social-libéralisme met le citoyen au centre de ses préoccupations. Et cette préoccupation, elle transparaît dans notre vision, puisque quand vous commencez à lire notre programme, vous allez voir que plus de la moitié de notre programme, c'est du social. Donc, si je regarde très rapidement le sommaire de notre programme pour la Tunisie, pour une Tunisie qui réussit, les 13 premiers chapitres sur 28 chapitres sont dédiés
au social. Ils sont dédiés à l'éducation, ils sont dédiés à la santé, ils sont dédiés à la solidarité, ils sont dédiés à l'économie sociale et solidaire, ils sont dédiés à tout ce qui va nous permettre de reconstruire cette cohésion sociale absolument nécessaire pour la réussite de la Tunisie. J'ai remarqué aussi quelque chose de très intéressant, c'est votre approche par rapport à l'éducation, par rapport à l'enseignement, et là vous essayez de faire une refonte totale, parce que est-ce que vous estimez que l'actuel, je dirais, mouvement de l'enseignement supérieur, ou le cachet de l'enseignement en général en Tunisie est biaisé? Nous estimons que le système éducatif qui a été construit par les gens éclairés qui ont fait l'indépendance de la Tunisie et l'ascenseur social qu'ils ont créé et qui nous a permis, nous, les cadres de Afertounes, d'arriver là où on est, parce qu'on est tous issus des couches sociales moyennes et pauvres, eh bien, nous sommes arrivés grâce à cet ascenseur social à la réussite. Eh bien, cet ascenseur social est actuellement en panne. Il est en panne pourquoi? Il est en panne parce que le système éducatif a été instrumentalisé, détourné, on va dire, de son objectif, et il a été plus orienté vers des objectifs politiques. Au jour d'aujourd'hui, nous avons tout de même un système universitaire qui est une véritable machine à chômage. Nous avons un système éducatif primaire et secondaire qui tue tout esprit créatif et tout esprit d'entrepreneuriat chez les gamins. Et donc, nous arrivons à un système qui est totalement inefficace. Nous, à Afertounes, nous voulons faire de l'école le centre de la ville, le centre de l'activité sociale dans une ville. Nous voulons que les villes soient centrées sur les écoles et sur les universités. D'accord. C'est chef, et je pense que sur ce point, vous êtes d'accord avec Afertounes pour une refonte de l'enseignement en général, mais sur certains autres points, donc, vous ne l'êtes pas. Bien sûr, bonjour à tous, bonjour Anis. Je vous remercie pour cette invitation. Et je voudrais d'abord aujourd'hui dire que je vais vous parler de notre vision socio-économique au niveau du Massar démocratique et social, mais que je rappelle à nos auditeurs que le Massar rentre dans ces élections dans le cadre de l'Union pour la Tunisie, et que donc ce programme sera le programme de l'Union pour la Tunisie, qui est constitué par le Massar, le Parti du Travail démocratique et un groupe important, pratiquement le tiers, d'indépendants. Excusez-moi, quand est-ce que vous allez présenter votre programme? Alors notre programme sera présenté 2-3 jours avant le coup d'envoi de la campagne électorale. Donc il sera présenté vers le 2 ou 3 octobre. Notre programme, c'est essentiellement une vision. C'est une vision, nous sommes un parti démocratique, un parti social, et nous avons évidemment et je suis content qu'affaire ait fait contre nous, mis le citoyen au centre de nos préoccupations. Avant de parler de notre programme, je voudrais quand même relativiser un petit peu tous ces programmes-là dont on va parler pour ces prochaines élections. Et les prochaines élections, nos auditeurs doivent comprendre que ce sont des élections qui vont amener à choisir un Parlement d'où va se dégager une majorité et un chef du gouvernement qui va avoir quasiment, je ne dis pas la totalité, mais un très grand pouvoir, notamment sur tout ce qui est gestion de l'exécutif et de l'économie. Donc ces élections sont fondamentales pour déterminer les prochaines orientations socio-économiques pour le pays. Et les programmes des différents partis, on sait qu'aucun parti ne va arriver à être majoritaire au sein de cette nouvelle Assemblée du peuple. Fort heureusement d'ailleurs. Et que dans ces conditions, chaque parti ou chaque coalition qui va rentrer avec son programme ne pourra pas réaliser tout son programme. Et qu'il faudra arriver à avoir, même quand il y aura en fonction du résultat des élections, il y aura une majorité qui va se dégager. Cette majorité sera obligée de s'entendre sur un programme commun de gouvernement qui sera un programme collectif dans le cadre d'une
procédure qui sera à établir après les élections, et que donc, en fait, je voudrais pas qu'on reste uniquement bloqué sur ces programmes propres à chaque parti, dans la mesure où ces programmes vont devoir, pour nous, nécessairement être refondus dans une vision plus générale. Justement, Fawzi Chalfi, là vous tendez la perche pour vous poser une autre question par rapport au fait, par rapport aux alliances, justement. Parce que lorsque nous entendons dire que la majorité au Parlement, c'est-à-dire la prochaine majorité qui va gouverner, a besoin, n'aura pas des scores très importants, donc certains parlent les deux grands partis qui vont avoir entre 20 et 25%, hein, a priori, hein, donc entre 20 et 25%. Donc là, comment vous estimez arriver à faire de votre programme une, je dirais, refondu dans une vision plus générale. Justement, Fawzi Chalfi, là vous tendez la perche pour vous poser une autre question par rapport au fait, par rapport aux alliances, justement. Parce que lorsque nous entendons dire que la majorité au Parlement, c'est-à-dire la prochaine majorité qui va gouverner, a besoin, n'aura pas des scores très importants, donc certains parlent les deux grands partis qui vont avoir entre 20 et 25%, hein, a priori, hein, donc entre 20 et 25%. Donc là, comment vous estimez arriver à faire de votre programme une, je dirais, refondu dans une vision plus générale. Justement, Fawzi Chalfi, là vous tendez la perche pour vous poser une autre question par rapport au fait, par rapport aux alliances, justement. Parce que lorsque nous entendons dire que la majorité au Parlement, c'est-à-dire la prochaine majorité qui va gouverner, a besoin, n'aura pas des scores très importants, donc certains parlent les deux grands partis qui vont avoir entre 20 et 25%, hein, a priori, hein, donc entre 20 et 25%. Donc là, comment vous estimez arriver à faire de votre programme une, je dirais, refondu dans une vision plus générale. Justement, Fawzi Chalfi, là vous tendez la perche pour vous poser une autre question par rapport au fait, par rapport aux alliances, justement. Parce que lorsque nous entendons dire que la majorité au Parlement, c'est-à-dire la prochaine majorité qui va gouverner, a besoin, n'aura pas des scores très importants, donc certains parlent les deux grands partis qui vont avoir entre 20 et 25%, hein, a priori, hein, donc entre 20 et 25%. Donc là, comment vous estimez arriver de votre programme une, je dirais, refondu dans une vision plus générale. Justement, Fawzi Chalfi, là vous tendez la perche pour vous poser une autre question par rapport au fait, par rapport aux alliances, justement. Parce que lorsque nous entendons dire que la majorité au Parlement, c'est-à-dire la prochaine majorité qui va gouverner, a besoin, n'aura pas des scores très importants, donc certains parlent les deux grands partis qui vont avoir entre 20 et 25%, hein, a priori, hein, donc entre 20 et 25%. Donc là, comment vous estimez arriver à faire de votre programme une, je dirais, refondu dans une vision plus générale. Justement, Fawzi Chalfi, là vous tendez la perche pour vous poser une autre question par rapport au fait, par rapport aux alliances, justement. Parce que lorsque nous entendons dire que la majorité au Parlement, c'est-à-dire la prochaine majorité qui va gouverner, a besoin, n'aura pas des scores très importants, donc certains parlent les deux grands partis qui vont avoir entre 20 et 25%, hein, a priori, hein, donc entre 20 et 25%. Donc là, comment vous estimez arriver